Il est 1h29, le 27 avril 2024, et je me chauffe, je me lance. Parce que depuis le temps que je lance des crottes de nez à Breton et aux surréalistes, par petites vidéos un petit peu pernicieuses, je me dis qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Et expliquer ce que je lui reproche exactement. Quelqu'un m'a demandé d'en parler sur l'apocalypse, mais en fait, il va falloir quelque chose de plus, de plus plein, si vous voulez. Pour le dire très très simplement, et parce que je me prends pas pour de la merde visiblement, les surréalistes sont mes ennemis déclarés depuis que je m'intéresse de près à la littérature. J'ai beaucoup d'autodérision, notamment quand je regarde mes débuts, quand je relis les premiers textes que j'ai écrits, etc. C'est souvent assez ridicule. Mais là-dessus, j'avais quand même compris quelque chose, c'est la mort de l'esprit. Et peut-être pire, c'est la mort du cœur. Je ne vous ferai pas la biographie de Breton, j'ai beaucoup trop la flemme pour ça, et c'est pas intéressant. Retenez juste que c'est quelqu'un qui a fait la guerre, et que c'est peut-être le seul argument en sa faveur, qui peut même expliquer ses errances intellectuelles, parce qu'effectivement, quand vous avez vu la Première Guerre mondiale, en l'occurrence, je pense que vous pouvez commencer à enchaîner des mots qui ne veulent rien dire. Mais peu importe. Il faut savoir que le surréalisme se place dans la continuité directe de Dada. Le dadaïsme, c'est un mouvement il y a beaucoup de choses pour le définir, mais globalement, c'est sur la destruction et des gens qui revendiquent la mort de l'art. Vous connaissez Duchamp, je vais vous mettre une photo ici, d'une de ses œuvres que vous avez forcément vues, je vous mettrai peut-être deux. Voilà, c'est la mort de l'art. Je sais, hein, c'est enfoncer des portes ouvertes, je fais que ça. Ou faire je ne sais pas, l'immonde conservateur, c'est possible. Mais enfin, voilà. Et un jour, vous avez le Caravage, vous avez eu Watteau, vous avez eu, je sais pas, Caillebotte, là je vous cite mes peintres préférés, hein, c'est pour ça. Et voilà, vous avez ça. Heureuse. Voilà. C'est quand même scandaleux. Mais bref. Donc, le surréalisme se place dans la continuité directe de ce courant-là. Quelque part, on n'est pas surpris. Mais, il le légitime. D'abord, il faut que je vous explique. Breton, je l'ai pas mal lu. En fait, quand j'aime pas quelqu'un, moi je le lis. Beaucoup. Sauf les structuralistes, mais on y reviendra. De Breton, j'ai lu Nadja, les manifestes du surréalisme, les manifestes, parce qu'il y en a plusieurs, Clair de Terre et Arcane 17. Alors, peut-être que c'est moi qui fais ma mauvaise tête, hein, mais putain, la purge! Je souffre pour cette chaîne, rendez-vous compte. En vérité, je souffre juste parce que je suis un imbécile fini, hein. C'est juste moi qui m'obstine. Hein. Alors que je sais que je vais pas aimer, mais je dis non, mais peut-être que t'as tort. Il y a des gens qui aiment bien, donc regarde encore. Ouais, c'est ça. Fais-toi confiance, mon vieux. Hein. Alors, mais qu'est-ce que donc que le surréalisme? Eh ben le surréalisme, c'est un art qui veut dépasser les conceptions de l'art, etc., en partant du postulat que il y a une sorte de réalité supérieure, etc., et un automatisme psychique. Comme ça part pas forcément aussi mal, parce que moi je suis vraiment persuadé qu'il y a autre chose, enfin que l'art exprime quelque chose d'autre, de l'ordre du transcendant. Le problème, c'est que nos amis surréalistes se basent sur le freudisme. Et que le freudisme, bon, aujourd'hui il a plus tellement le vent en poupe, donc faudrait pas non plus tirer sur l'ambulance et enculer les infirmières, mais on n'a quand même pas assez dénoncé ce que ça a fait à l'art. Et puis, ça c'est quelque chose que je reprendrai quand je parlerai des structuralistes, mais pour ça faudrait que je les lise un peu davantage. Étrangement, le freudisme, ça finit toujours par l'histoire de fesses. C'est-à-dire que ce serait plein de grandes idées, des désirs refoulés, mais en fait, à chaque fois, c'est en fait tu voulais baiser ta mère. Je parle en art, hein, je dis pas à chaque fois pour Freud. Freud, je le connais pas assez, je parle vraiment en art. C'est l'érotisme machin. C'est Michel Léris dans L'Âge d'homme qui dit « Non mais j'ai toujours eu le désir inconscient de me faire émasculer. » Plaît-il? Cacher ce psychopathe que je ne saurais voir. Ça va pas les mecs. Si vous voulez, dans le freudisme, encore une fois en art, je suis persuadé qu'il y a une complaisance pour la saleté. Et je suis sûr que c'est pas tant. Alors oui, à mon avis, il y a déjà une volonté de choquer, qui est un peu immature, mais peu importe, et une volonté aussi d'aller contre les dogmes moraux, religieux, ce qu'on veut. Ça, à la limite, je l'entends. J'ai rien contre. Même en tant que chrétien, pour moi, il faut vraiment secouer certaines personnes, notamment les gens un peu coincés dans leur cul du point de vue de la religion. Mais si vous voulez, c'est que ça. Et ça sent plus le névrosé et l'obsédé du fion que l'artiste.
Et c'est gênant, en fait. Et je dis pas parce que les artistes doivent pas être obsédés du fion, hein, il était à peu près tous. Mais c'est juste, quand c'est que ça, il y a un problème, les enfants. Et puis bon, le problème aussi du surréalisme et de Breton, c'est cette histoire d'automatisme. Bon déjà, le problème de l'inconscient, c'est qu'il ne met plus une réalité supérieure au sens quasiment divine du terme, transcendante, il en fait quelque chose en quelque sorte d'immanent, c'est-à-dire qui vient de l'homme lui-même. Je définis assez mal, mais bear with me, comme on dit. Oursez donc avec moi. Quand je sais qu'immanent, c'est pas forcément de l'homme, mais ça vient de l'intériorité. Ça s'oppose à la transcendance. Déjà, ça c'est gênant. Et comme dirait un personnage dans Gilles de Drille-Rochelle que je vais, surprise, citer beaucoup pendant cet épisode, Kael qui est le calque de Breton, hein, dans Gilles, Kael a entendu dire que le génie était un délire. Il en a conclu que s'il délirait, il aurait du génie. Ou que, du moins, tout le monde se mettant à délirer, cette question gênante du génie n'existerait plus. Alors, attention, je viens pas proposer un débat sur le génie. J'ai mes petites idées dessus, j'en parlerai peut-être un jour. Je crois même que j'en ai déjà parlé, mais peu importe. C'est pas de ça dont il est question. Le problème, c'est surtout de voir absolument, en fait, c'est, bon, une idée à laquelle je suis relativement attaché qui s'appelle l'enthousiasme, c'est-à-dire la possession par les dieux. C'est comme ça que même les Grecs anciens voyaient le départ de la création artistique et poétique. C'est, si vous voulez, quelque chose de transcendant qui vient posséder l'artiste pour lui faire révéler quelque chose. Et c'est pour ça que, pour une fois, je suis relativement d'accord avec Rimbaud. Je crois que dans le poète, même si je serais peut-être pas aussi catégorique, il y a quelque chose du voleur de feu, du Prométhée. Mais peu importe, c'est quand même des grandes notions bien prétentieuses pour dire des choses très simples. Le vrai problème là-dedans, c'est déjà, moi, c'est faire sortir ça de l'humain. Or, en faisant sortir ça de l'humain, on ne propose plus d'universalité, on n'essaie plus de sortir quelque chose de transcendant, de plus grand que les hommes qui puissent les réunir, mais qui viendrait directement de vous. Ça fait quand même un pari au moins bancal. Ça veut dire que tout ça, quelque chose d'universel pourrait sortir de l'humain même. Or, il n'est pas absolument certain que les surréalistes parlent d'universalité. Pas absolument certain, et même, je trouve ça un petit peu suspect. C'est là mon autre point, l'automatisme. L'automatisme des surréalistes est une énorme vanne, parce que, selon eux, il faut être dans une espèce de rythme effréné, tout ça. L'écriture automatique, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était écrire, entre autres, en essayant de réfléchir le moins possible, souvent sous l'influence de l'alcool, des drogues, voire même pendant le sexe. J'avoue trouver ces dernières propositions extrêmement séduisantes, mais ça me regarde. Le problème, c'est que si vous vous êtes déjà essayé à l'exercice, qui est extrêmement difficile, d'ailleurs même, en fait, même eux semblerait que ce soit pas vrai, parce qu'on a retrouvé des brouillons de poèmes dits automatiques, donc bon, à prendre avec des pincettes de la taille du Nicaragua, mais surtout, vous vous rendrez bien compte au bout de 30 secondes que le texte va être immonde. Le texte ne va littéralement rien dire. Vous allez dire, mais ça pose un problème. Bah pour eux, non. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que c'est l'objectif pour eux. Vous voyez ? C'est la destruction du sens, parce que si, parce que ça. Et c'est ça mon gros problème avec eux. Oui, encore. La sacralisation du processus. Il y a ce problème-là. C'est que maintenant le poème existe par son écriture, par son processus, et pas par sa fin. Et selon moi, c'est ça l'énorme limite, c'est qu'à un moment, quand on vous lisez un bouquin, ben, vous vous en foutez de comment il a été écrit, vous voulez le résultat quelque part. Ou même, pour utiliser une expression extrêmement barbare, le produit fini. En fait, il y a quelque chose dans la démarche des surréalistes qui me les rend un peu sympathiques. Si, c'est ce côté un peu eschatologique du après moi le déluge, parce que les types avaient vu la Première Guerre mondiale, parce qu'ils en pouvaient plus, etc. Mais en même temps, dedans, il y a quelque chose de complètement inconscient et de tellement orgueilleux que c'est ridicule. Un âge va, un âge vient, dit l'Ecclésiaste, et la terre tient toujours. Un moment, vos bouquins, c'est de la merde. Je suis désolé les gars, c'est illisible le surréalisme. Et j'avais lu un article, enfin on m'avait lu un bout d'article qui disait que il n'y avait pas d'œuvre majeure dans le surréalisme. Bah oui, il n'y en a pas. Et pour cause. C'est pas intéressant un texte qui raconte rien. À la limite, je dis pas, ça libère un moment, pourquoi pas, il faut en lire un peu du surréalisme, ne serait-ce que pour sortir des conceptions trop étriquées qu'on a de la poésie. Mais enfin, c'est du gâchis, quoi. C'est une petite folie. Mais à un moment, faut grandir. Tout simplement, à la fin, c'est juste, du point de vue de la forme, c'est n'importe quoi. Et en plus, non seulement c'est pas aussi inconscient que ça pourrait l'être, parce que bizarrement, c'est bizarre, ça parle toujours de cul.
Ou alors d'ésotérisme extrêmement poussé, comme dans Arcane 17. C'est en mode gros, c'est n'importe quoi, c'est un espèce de délire d'érudit pseudo-mystique, même pas vraiment mystique, parce que moi je suis attaché à la conception de mystique, hein, la vraie mystique, c'est-à-dire la mystique religieuse, quoi qu'on en dise. Une mystique qui flirte avec l'hérésie par ailleurs. Hein, lisez, je sais pas, Jean de la Croix, ça flirte pas avec l'hérésie, mais enfin, lisez, je sais pas, moi, Marie-Noël, des mystiques médiévaux, ce genre de truc. Là, tout de suite, ça marche mieux. Hein. Marie-Noël, c'est pas médiéval, hein, si jamais. Mais je m'éloigne, je m'écarte. Mais donc, du point de vue du fond, c'est mort. Et du point de vue de la forme, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais le problème, c'est que, quand bien même la forme, effectivement, au XXe, était quand même sclérosée, encore qu'on oublie beaucoup nos amis, les fantaisistes, les poètes fantaisistes, comme Paul Jean Toulet, que j'aime énormément. Mais c'est vrai que la forme avait besoin d'un coup de pied dedans, mais le problème, c'est qu'après, on s'en est jamais remis. Et qu'on est allé dans ce relativisme de l'intellectualisme et de l'automatisme et machin, et j'ai tellement de petits gars qui sont venus voir sur l'Apocalypse. Non mais moi j'ai écrit ça d'une traite, hein. Mais j'en ai rien à foutre. Je me fous complètement que vous ayez écrit ça d'une traite ou que vous l'ayez écrit en un mois. Hein. Et j'ai écrit un texte aujourd'hui, enfin hier, à la Bibli au lieu d'écrire mon mémoire, où je disais que je m'en battais libéralement la couille. Vous pouvez me citer. Je me fous complètement de comment vous avez écrit quelque chose. Ce qui compte, c'est la fin. La fin justifie les moyens, les enfants. Et le problème, c'est que je trouve vraiment, hein, la prose, le vers libre, ça peut être jouissif à écrire. Oui. Soif d'absolu a dit que le vers libre peut être jouissif à écrire. Oui. Mais, et après, vous allez mourir. Ça, c'est important. Alors, la démarche des surréalistes a quelque chose d'extrêmement contre tout ça. Très bien. Mais en attendant, et après? Et le problème, c'est en plus légitimer cette grande expression. Comme dirait Gilles, justement, quand il parle de Breton, il dit « fou de débilité, revenu au bégaiement infantile et faisant de ce bégaiement la dernière loi de l'esprit ». Oui, c'est ça. Maintenant aussi, un petit ad hominem contre Breton parce qu'il m'énerve. C'est une grande gueule, mais monsieur a fui la queue entre les jambes pendant la Seconde Guerre mondiale, contrairement à Aragon, Éluard ou Drieux-La Rochelle, ou justement un mec un peu plus stylé qui s'appelle René Char, mais peu importe. Mais voyez, sur cette histoire même de ce que c'est que, l'existence physique, tout ça, à laquelle Breton est complètement étranger, je citerai Drieux-La Rochelle dans sa 3e lettre aux surréalistes, le 3e de rupture qui s'appelle 3e lettre sur l'amitié et la solitude. Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir écrit « Nous nous engageons à la violence » et d'être encore, 2 ans après, non seulement en vie, mais responsable tout juste de 2 ou 3 coups de canne. Violence est un mot sacré qu'il faut réserver jusqu'à la dernière minute. En fait, encore une fois, cet épisode va servir d'introduction à l'épisode que je vais faire sur Drieux-La Rochelle, mais en fait, juste, il a tellement raison. Dans la démarche des surréalistes, il y a quelque chose de tellement nihiliste. Si vous voulez, Drieux définit tout ça en disant « Quelle erreur, quelle pourriture que l'idée de l'art. Je comprends que, le réduisant ainsi, vous vomissiez l'art. Je vous dis que pour moi l'art, c'est le moyen le plus puissant de vivre. Je conçois la vie comme une prière, et l'art, la façon d'articuler cette prière. » Alors évidemment, Drieux fait aussi appel au vocabulaire chrétien pour les faire chier, parce qu'il sait qu'ils supportent pas ça, parce que comme d'habitude, hein, ce sont comme tous les grands esprits de notre siècle, hein, ou des siècles derniers, ça pousse des cris de pucelle quand il est question de religion. Hein. Mais pareil, il dit un peu plus haut, pour parler de cette universalité, de ce Prométhée dont je vous parlais tout à l'heure, cette nécessité est analysée exactement par la religion qui lie le mystère de la charité au mystère de la foi et de l'espérance. Tu aimeras Dieu, mais tu n'accompliras cet amour qu'en aimant les hommes. Pour Drieux, l'artiste a un devoir envers pas vraiment la société, mais, disons, l'humanité, qui est de trouver quelque chose de l'absolu. Et dans cette espèce de jactance ridicule, dans ce nombriliste nihiliste, petit bourgeois et infatué, il y a que ça. C'est stérile, en fait. C'est stérile. Et voyez, en fait, moi, si je vomis Breton, c'est même que ce mec est rien, quoi. Il est rien, et on en fait encore parfois, bon, on le moque beaucoup, Dieu merci, mais on en fait encore parce que c'est vrai que c'est très intéressant historiquement, mais c'est tout. Artistiquement, c'est du cobu, le mec. C'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a légitimé sa nullité par le raisonnement, putain, mais l'aporie, c'est l'avortement de la pensée. Et plus important, l'avortement de la sensibilité. Et ça, c'est grave. Faut pas s'étonner après qu'on ait une civilisation complètement mourante.
Et je vous parle pas de grande décadence à la Drieux, justement, mais je veux dire, des gens qui n'espèrent plus rien, qui ne croient plus en rien, et qui sont plus capables de faire des belles choses. Parce que je pense pas que c'est faire le droitard, ou d'être très subversif, de vous dire qu'aujourd'hui les gens font pas des belles choses, en art, je veux dire. Bah c'est à cause des gens comme eux, c'est à cause de cette espèce d'esprit merdique, petit, méchant en permanence, et juste le cynisme, quoi, et cette espèce de... ça me dégoûte. Mais sur le cynisme, j'y reviendrai avec Drieux. Et puis pareil, en fait, il y a tellement cette espèce d'esprit de la destruction, de l'autodestruction et de haine de soi, et c'est quelque chose dont Drieux s'est beaucoup moqué aussi, l'attrait pour l'étranger, et j'entends pas tant l'étranger, vous savez, l'autre, hein, mais tout ce qui ne serait pas français. Pas parce qu'il est étranger, mais parce qu'il n'est pas français, parce qu'ils vomissent le français. Et comme ça existe encore beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, et je le remarque chez beaucoup de gens, notamment pas mal d'universitaires et de grands spécialistes, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont qui vont énormément vers d'autres civilisations, mais pas par intérêt pour ces civilisations, mais plutôt par haine de la leur. Et ça, c'est triste. C'est triste et ça fait pitié. Dans sa première lettre aux surréalistes, qui s'appelle littéralement La véritable erreur des surréalistes, Drieux écrit « Ah oui, parce qu'à ce moment-là, les surréalistes se sont rapprochés des communistes. » Et je vous en reparlerai un petit peu parce que c'est très intéressant. Mais il dit « Alors les Russes et les Chinois et les Palotins, au commandement du but, vont se ranger en colonne de compagnie et avec les Riffins, marcher sur Paris et sur New York et démolir la Revue des Deux Mondes et la Maison Blanche. Et alors, tout vivra et tout mourra ? Mais non, je vous le dis tout bonnement, tout continuera de vivoter. » Et c'est là que Drieux se moque avec raison de justement cet esprit millénariste, ou enfin plus exactement eschatologique, ce côté... Alors s'il fait référence aux Riffins, c'est parce que justement comme on était dans des guerres coloniales à ce moment-là, les surréalistes voyaient absolument, oui, une grande guerre. D'ailleurs, ils faisaient appel à l'orientalisme, la mystique orientale, etc. Mais c'était pas par intérêt pour le soufisme ou que sais-je. C'était par la haine de leur pays, de leur culture. Et dans ce cas, les mecs, pardon, hein, mais vous êtes des serpillères à foutre. Vous êtes des riens, quoi. Comprenez-moi, l'islam, les cultures, je sais pas moi, chinoises, extra-européennes, etc. C'est extrêmement intéressant. Ce sont des mystiques qui valent la mystique chrétienne et des cultures qui, selon moi, du point de vue de l'art, etc., valent la civilisation européenne, mais n'y sont pas supérieurs. On peut en apprendre beaucoup, comme eux ont à apprendre de nous. C'est le principe, en fait, parce que personne n'est parfait. Mais le fait d'aller toujours chercher ailleurs comme ça, c'est absolument... Ça montre que vous n'avez pas cherché chez vous, c'est que vous refusez chez vous, ce qui est différent. Comme Ségalen, dont j'ai parlé dans l'autre vidéo, qui était un poète ultra républicain, l'oxymore infernal, et qui venait parler de tout ça, qui allait en Chine, qui faisait des poèmes sur plus ou moins des modèles chinois, juste pour casser du sucre sur le dos du christianisme. Mec, t'es à l'autre bout du monde. Et c'est ça que tu t'amuses à faire. Ah ouais. Et pourtant, il y a des gens qui sont bons, hein. Lisez L'usage du monde de Nicolas Bouvier, ça c'est vachement bien. Qui a aussi ses partis pris politiques, etc., hein, qui sont pas les miens, mais qui est un bouquin génial. Pour terminer, le communisme, c'est pas le communisme en soi que je veux attaquer, vous pensez ce que vous voulez, j'en ai absolument rien à branler. En fait, surtout ce que relève Drieux-La Rochelle, c'est que, c'est la chose suivante. Il écrit dans Gilles, en fait, à ce moment-là, son personnage est en train de se battre avec Révolte, qui est un calque des surréalistes, hein, évidemment, et il se bat là-dessus, et il dit « Je suis venu essentiellement pour vous dire ce que je pense de votre action en général. » Je passe un petit morceau. « J'ai dit votre action, mais justement, c'est le mot sur lequel je veux vous attaquer. Votre action n'a jamais été qu'inaction. Vous vous êtes complu dans une agitation uniquement verbale. » Je passe à nouveau une partie du texte. Je sais très bien que vous êtes passé brusquement de la conception la plus vague et la plus inefficace de l'action, fondée sur les mots les plus indéterminés, au compromis le plus étroit, le moins nouveau, le plus rebattu qu'on puisse imaginer. Et en ceci, Drieux a encore raison, parce que Drieux est le chemin, la vérité et la vie, sauf quand il parle des femmes et des juifs, et d'autres trucs, mais... En fait, un moment, parole, ferme ta race, t'es insupportable. Tes poèmes, c'est de la merde, c'est illisible. Et, alors j'allais dire, t'as jamais touché un fusil, mais c'est pas vrai, parce que c'est ça qui me frustre avec les surréalistes, c'est qu'ils connaissent ça. Et c'est peut-être aussi pourquoi ils ont plus envie de tout ça, et ça je leur reprocherai pas, parce que j'aurais quand même, quel qu'il soit, j'aurais toujours un respect pour les anciens combattants. Même les plus énormes salauds auxquels vous pouvez penser, et je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire,
mais parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes capable de risquer votre vie pour quelque chose, bah déjà, c'est pas des mots, en fait. Voyez? J'ai expliqué ça dans la roue libre sur la libre interprétation, mais vous voyez, pour moi, avec tous les poèmes qu'on peut écrire, ça vaudra jamais un combattant, en fait. Et je vous avoue que je ris doucereusement quand on me dit que tel ou tel résistant a créé une revue. C'est une revue résistante. Alors, oui, ça a un impact difficilement évaluable, dans la mesure où effectivement c'est bien pour que les gens se rendent compte que, mais enfin, René Char, c'est un plus grand résistant qu'Éluard. Hein. Parce que, coup de fusil. Parce que des gens meurent, vous voyez. Enfin, peu importe. Ce que je reproche aux surréalistes, effectivement, c'est l'espèce de conceptualisme à outrance, le non-sens. Vous vous rendez compte, il y a une telle théorie tellement énorme, et c'est ça le résultat en plus. C'est-à-dire qu'il y a le pire des deux mondes. Et en plus après, évidemment, tomber dans tous les poncifs effectivement du siècle, le communisme, etc. Et comme d'habitude, mais c'est même pas la peine de le dire, mais c'est des petits bourgeois, enfin, mais c'est comme la clique de Sartre. C'est que même Sartre, il sera pas dans mes rancœurs. En tant qu'auteur, je le déteste pas, par exemple. Oui, il est ridicule, mais enfin, je vais pas vous l'apprendre. Selon moi, tacler le surréalisme, c'est autrement important. Voilà. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. C'était un peu plus long que prévu, mais ça s'imposait. Allez, que Dieu vous bénisse, je vous embrasse, soyez sages, et n'hésitez pas à écouter la vidéo sur Drill La Rochelle qui arrive bientôt.